Comme vous le savez, ce séminaire est organisé conjointement par l'Institut des Amériques et l'École normale supérieure. Depuis cette année, il a lieu en ligne et ça nous oblige à quelques manipulations techniques, mais ça nous permet aussi d'avoir un auditoire plus ample et donc c'est finalement pas forcément une mauvaise chose. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance géographique et sur l'actualité des hydrocarbures, mais comme vous le savez, cette séance s'inscrit dans un programme pluridisciplinaire puisqu'il a été question d'histoire de l'esclavage en décembre et il sera question lors de la prochaine séance, le 2 février, des féminismes et de la radicalité, de la question plutôt du féminisme et de sa radicalité dans les Amériques au tournant des 19e et 20e siècle. En effet, c'est un séminaire qui envisage différents sujets d'un double point de vue, Amérique du Nord et Amérique latine. Donc, retenez la prochaine séance, le 1er mardi de février, le 2 février à 17h. Aujourd'hui, donc, Sébastien Velu va faire intervenir deux chercheurs qu'il nous présentera. Et il me revient donc de présenter Sébastien, qu'on ne présente plus, un de nos grands géographes français, qui, après un parcours d'excellence, a été directeur du CREDA à Paris 3 et de l'IHEAL, puis vice-président délégué aux affaires internationales de la Sorbonne Nouvelle, en même temps que directeur délégué aux relations internationales de la commu USPC. Sébastien est un spécialiste de géographie politique du développement et de l'environnement. Il travaille actuellement sur les liens entre énergie et territoire et c'est ce qui l'a poussé sans doute à nous proposer la thématique de ce jour. Sébastien, je te laisse la parole. Merci Paul-Henri, merci à toutes et tous, notamment à l'équipe de l'IDEA qui a organisé cette séance avec son efficacité habituelle. Donc, je suis très heureux de me retrouver à la fois chez moi, à l'Institut des Amériques et à l'École normale supérieure, une maison qui m'est particulièrement chère. Alors, aujourd'hui, nous avons proposé, dans le cadre de ce séminaire de l'Institut des Amériques sur une perspective sur les hydrocarbures non conventionnels. Je vais en dire deux mots pour expliquer pourquoi cette thématique avant de présenter nos deux invités et bien évidemment de leur passer la parole. Alors, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu en décalage avec les sujets qui sont habituellement traités dans le cadre de ces séminaires, mais c'est un sujet qui n'est pas uniquement un sujet de géographie, c'est un sujet au fond d'économie politique sur les transformations des capitalismes dans les Amériques au nord et au sud, à l'époque actuelle qu'on voulait poser avec cette question sur les hydrocarbures qui ont été absolument centraux tout au long du XXe siècle dans la structuration des États et dans l'organisation des économies, mais aussi dans les rapports entre le nord et le sud de l'Amérique, avec différents épisodes bien connus, dont actuellement encore le débat et le conflit sur le Venezuela. Nous avons choisi de focaliser sur ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, précisément parce que le thème est très vaste et qu'en prenant cet angle sur l'innovation, je pense qu'on aborde un thème un peu plus spécifique, d'actualité et qui nous dit beaucoup sur ce qu'il peut se passer dans les prochaines années, qui est déjà en train de se passer en Amérique du Nord et qui pourrait contribuer à redéfinir le scénario énergétique à l'échelle des Amériques dans une tendance de long terme. En tout cas, de moyen terme, c'est un point qu'on va discuter, je pense, avec Silvina Carrizo et Robert Boyer. Donc, actuellement, aujourd'hui, les commentateurs qui parlent des États-Unis nous parlent des élections présidentielles, de l'intrusion des hordes barbares au Capitole, ou encore de la
l'arrivée au pouvoir de Joe Biden dans la prochaine semaine. Là, on aborde un sujet qui est apparemment plus technique, apparemment plus austère, mais qui est néanmoins central pour comprendre ce qui peut se passer dans les prochaines années dans ce contexte d'instabilité politique dont on a déjà amplement parlé à l'Institut des Amériques et ailleurs. Alors, pour en parler, nous avons deux invités que je remercie beaucoup de leur disponibilité aujourd'hui et du temps qu'ils ont bien voulu consacrer pour préparer cette séance de leur côté et avec moi dans ces derniers jours. Alors, nous avons une invitée d'Argentine, Silvina Carrizo. Silvina Carrizo est architecte et géographe. Elle a consacré sa thèse de doctorat il y a déjà un certain temps à la question des hydrocarbures en Argentine et elle est actuellement donc professeure invitée à l'IHEL. Et en tant que membre de l'IHEL, je suis très content qu'on puisse profiter de cette relation pour participer à ce type d'activité avec l'Institut des Amériques. Silvina Carrizo est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, beaucoup étudié ces dynamiques énergétiques en Amérique latine et en particulièrement en Argentine. Et c'est particulièrement important pour notre point puisque l'Argentine, c'est un des territoires où on va pouvoir, où on commence déjà à explorer et à exploiter des hydrocarbures non conventionnels. Et puis, notre autre invité, c'est un peu un habitué des écrans de l'Institut des Amériques, c'est Robert Boyer, je remercie très chaleureusement également de sa présence. C'est un peu compliqué de présenter Robert Boyer dont les travaux sont nombreux, sont variés. Et comme vous le savez, Robert Boyer est économiste, macroéconomiste, mais c'est un macroéconomiste avec qui on peut parler, notamment avec qui les géographes ont toujours intérêt à parler parce que c'est quelqu'un qui, dans ses recherches, prête toujours une attention très minutieuse à des phénomènes de l'économie réelle et comment il nous informe sur les transformations de l'économie globale. Vous le savez aussi, Robert Boyer a publié il n'y a pas très longtemps un ouvrage dont je fais de la publicité à cette occasion, sur les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, qui montre comment il travaille efficacement d'ailleurs et comment il nous aide à lire ce qui est en train de se passer et qui montre aussi l'intérêt qu'il porte à ces transformations du capitalisme, là à propos de la crise sanitaire, mais aujourd'hui par rapport à la transformation du modèle énergétique, si tant est qu'elle se mette en place. Et je vais essayer de ne pas être trop long dans cette introduction, mais au fond, c'est bien la question qu'on va aborder avec Robert Boyer, puisque d'une certaine façon, on a eu aussi du mal à trouver des collègues qui s'intéressent à ce secteur des hydrocarbures en Amérique du Nord, ce qui ne laisse pas de poser question quand même sur ce qu'on est capable de traiter comme sujet, sur des sujets qui sont majeurs dans les évolutions économiques et dans les évolutions de l'économie politique et dans l'évolution des territoires à différentes échelles. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je signale pour le public la façon dont nous allons procéder. Donc, il y a un certain nombre de thèmes qu'on va aborder en dialogue avec les deux intervenants à partir de questions que je vais leur lancer. À partir du moment où les participants, les auditeurs voudront poser des questions, je les inclurai dans mes propres propos de manière à ce qu'on puisse enrichir ce qui va être présenté. Et je signale par ailleurs que les présentations PowerPoint qui vont être utilisées ont été transmises à l'IDEA et sont accessibles au public si vous voulez les consulter maintenant ou après. Alors, voyons maintenant plus précisément la thématique. Quand on parle d'hydrocarbures non conventionnels, on parle des hydrocarbures liés à des mutations technologiques. Alors, il y en a de différentes sortes, notamment en Amérique latine, comme des pétroles extra lourds du Venezuela, ou peut-être des carburants d'origine agricole. Là, on va se centrer plutôt sur
des catégories qui sont les hydrocarbures qu'on ne savait pas exploiter ou qu'on n'exploitait pas pour des raisons techniques, on va essayer de le préciser, qui sont soit le shale gas, soit le shale oil, soit le tight oil, soit le tight gas, c'est-à-dire des hydrocarbures qui demandent un investissement, une technologie particulière pour leur exploitation et qui connaissent depuis 10 ans, notamment en Amérique du Nord, un développement absolument spectaculaire qui est en train de bouleverser la carte énergétique mondiale. C'est cela, je pense, le point de départ. Est-ce que ce modèle est en mesure de s'étendre? Est-ce que l'Argentine est capable d'en profiter? Dans quelles conditions? Voilà un peu les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, je commencerai peut-être par une première question pour les invités, peut-être en passant ensuite la parole à Robert Boyer d'abord, puis à Silvina Carrizo, parce qu'il y a une antériorité des États-Unis par rapport à cette problématique. Mais au fond, quand on parle d'hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis ou en Argentine, j'aimerais comprendre, vous nous donniez des explications pour qu'on comprenne mieux à quel moment se produit ce tournant, pourquoi on a recours à cette nouvelle ressource énergétique, quelles sont les décisions qui amènent finalement à cette montée en puissance des hydrocarbures non conventionnels. Alors, je passe la parole à Robert Boyer. Merci pour cette invitation. Comme vous savez, je suis plus macroéconomiste que spécialiste de l'énergie. Néanmoins, j'ai répondu favorablement à la double pression amicale de Paul-Henri et de Sébastien en vous présentant les analyses. Je voudrais le présenter par le diagramme suivant. On aurait peut-être l'idée, vu de loin, que ceci n'est jamais que une nouvelle phase dans laquelle une nouvelle génération d'entrepreneurs remplace les traditionnels majors. Et donc, on aurait un peu une idée d'un mécanisme très typique américain. Si vous regardez bien le diagramme, ce diagramme, vous avez l'axe du temps. L'histoire commence en 1976, lorsque la production de gaz naturel aux États-Unis marque un pic. Là, l'aspect tout à fait intéressant, c'est que le gouvernement fédéral n'est pas aussi inerte que le pensent les Européens. Sa politique industrielle consiste à lancer un institut permettant d'améliorer les recherches sur le gaz, de 1976 à 2000. Et ces innovations se produisent effectivement une innovation technique tout à fait intéressante. En gros, la multifracturation avec des puits horizontaux. Et voilà l'état, le nuage fédéral. Si maintenant on se passe au niveau des firmes, deux changements vont intervenir. Le premier, c'est la libération du prix de l'énergie. Et le deuxième, le plus tardif, c'est la libéralisation financière. Les deux permettent d'abord des fluctuations très amples du prix de l'énergie, en particulier du gaz. Et deuxièmement, la capacité de pénétrer des nouvelles industries grâce à la générosité du crédit et des taux d'intérêt très bas après 2008. Et là où le troisième niveau doit être mobilisé, c'est l'évolution mondiale du prix du gaz. Lorsque, au début des années 2000, le modèle américain tiré par la spéculation financière et le dynamisme de l'accumulation chinoise se conjuguent, vous avez une flambée du prix de l'énergie, dont celui du gaz. Voilà qui rend rentable les investissements dans la dynamique correspondante. Et vous voyez très bien que le résultat final sur lequel on va voir, c'est un bouleversement même du régime macroéconomique. Et les deux conclusions qu'on en tire, c'est les suivantes. Il faut appliquer une analyse multiniveau. Le niveau de l'État fédéral, des États, vous avez vu que on va voir que les divers États ont des dotations très inégales, et la dynamique mondiale, ce qui fait bien un sujet de dynamique sociale. Deuxième grand résultat, c'est un processus de changement historique, et ce changement historique, bien sûr, prend du temps. Alors, l'aspect tout à fait intéressant, c'est que toutes les innovations ne réussissent pas nécessairement. Mais là, vous voyez très bien que dès les années 2010, vous avez une flambée du gaz non conventionnel et vous avez les mêmes techniques que s'utilisent pour le pétrole. Et la grande nouveauté est que une partie de l'activité économique des États-Unis va maintenant dépendre de la fluctuation du prix de l'énergie. C'est une nouveauté qui va parcourir l'ensemble de l'exposé. Donc, résumé, c'est un changement qui a pris du temps, mais qui mobilise toutes les caractéristiques de l'économie américaine. Et donc, à mon avis, c'est plus qu'un sujet départemental, c'est un sujet assez crucial. On va voir que ça a même des conséquences pour l'analyse politique actuelle.
Voilà, fini pour cette intervention. Merci Robert. Silvina Carrizo, est-ce que tu veux nous donner des éléments sur l'Argentine? Oui, donc bonjour à tous et merci à l'IDA pour l'organisation de cet événement, à Sébastien de m'avoir convoqué. Pour moi, c'est un grand honneur de parler avec vous, monsieur Robert, et donc sur ces sujets complexes, stratégiques et je dirais difficiles. Donc, la conjonction des avancées technologiques et les prix internationaux élevés, tel que l'a dit M. Robert, ont permis l'expansion de cette technologie qui a poussé l'augmentation de la production et a fait baisser les prix et a fait augmenter le rendement. Donc, cette expansion est arrivée en Argentine peu après les États-Unis. Et l'activité, je vais mettre déjà quelques images. L'expansion de cette technologie a permis à pousser un nouveau cycle des hydrocarbures dont les intérêts sont multiples. Bien sûr, il permet d'introduire de nouveaux sites productifs tels que l'Argentine. Sur cette carte, vous voyez la synthèse d'une étude qui a fait le département de l'énergie des États-Unis, qui montre les formations, les formations qui pourraient être exploitées en Argentine. Et j'ai remarqué Vaca Muerta, celle qui est déjà en production et dont on parle beaucoup. Donc, il y a l'intérêt de l'introduction de ces nouveaux sites productifs, mais en plus, il y a des intérêts énergétiques, l'accessibilité, la sécurité et la durabilité. L'accessibilité, parce que c'est avoir du gaz en quantité abondante pour renforcer les demandes croissantes d'un monde qui soit veut se décarboniser, soit veut satisfaire des personnes qui sont encore exclues des systèmes énergétiques ou des services adéquats. Deuxièmement, j'avais dit la sécurité, puisqu'on veut un monde moins carbonisé, moins carboné, mais les énergies, pendant que les énergies renouvelables se développent, le gaz, c'est une bonne option qui n'est pas intermittent, c'est-à-dire qui est de stockage, qui n'a pas la volatilité des énergies renouvelables. Et la troisième question, donc, c'est la durabilité, pouvoir soit substituer le carbone et le pétrole pour la génération électrique dans des pays industrialisés, soit l'éviter dans des pays qui sont en train d'élargir les systèmes. En ce qui concerne exactement, plus précisément l'Argentine, je dis que c'est vers 2010 qu'elle s'insère dans ce monde des hydrocarbures. Après, avec la publication de ce rapport des États-Unis, on voit que l'Argentine est deuxième, qui est placée en deuxième lieu après la Chine par ses ressources de shale gas techniquement récupérables. Elle est en quatrième place après la Russie, les États-Unis et la Chine pour les shale oil. Donc, les intérêts mobilisés ont fait que la production démarre relativement vite, de façon assez effective, puisqu'il y a eu une courbe d'apprentissage assez rapide qui a permis de baisser les coûts de production. Et cette croissance est montée jusqu'à la pandémie qui a beaucoup affecté cette production, telle que vous le voyez sur les graphiques. Donc, pour l'Argentine, c'est la façon de faire face
à la chute de la production des hydrocarbures nationaux. Et c'est-à-dire, c'est la façon la plus rapide et économique d'acquérir l'autosuffisance et même de reprendre des exportations. Vous voyez sur cette carte plusieurs gazoducs qui avaient été construits vers la fin du XXe siècle. Donc, on reprend des flux régionaux gazières et on reprend aussi des exportations de pétrole. Sur cette graphique, vous voyez, les flux d'exportation de gaz sont très faibles par rapport aux flux qu'on avait au début du siècle. Mais on peut déjà acquérir ou se rapprocher de l'autosuffisance et de réduire les importations, celles qui affectent beaucoup la balance commerciale argentine, donc le budget de l'État. Donc, pour finir cette présentation des hydrocarbures en Argentine, je dirais que les hydrocarbures non conventionnels représentent une opportunité de développer des ressources nationaux, de faire face à un déséquilibre commercial très fort, mais c'est aussi l'opportunité de récupérer une certaine souveraineté énergétique à travers la récupération de l'entreprise nationale YPF. Et donc, c'est l'État qui se repositionne dans l'activité où il avait eu un rôle historique. Et en plus, se diversifiant et investissant au développement technologique. Merci pour ces précisions sur les deux terrains. Je voulais peut-être souligner dans les graphiques que vous nous avez montrés la forme des courbes, c'est-à-dire c'est intéressant de parler des hydrocarbures non conventionnels parce qu'on a vraiment une rupture majeure dans des courbes qui aux États-Unis comme en Argentine étaient des courbes en déclin qui semblaient inexorables et puis avec voilà, ces nouvelles technologies des non conventionnels, la production repart et elle dépasse même les volumes antérieurs. Donc on a de toute façon, semble-t-il, hein, tout d'un coup, en tout cas rapidement, des quantités considérables, soit de gaz, surtout de gaz d'ailleurs, et de pétrole qui sont extraits. Ça change quand même beaucoup les choses. Ça nous interroge aussi, on va y revenir sur le type de transition énergétique qui peut se mettre en place dans les Amériques et au-delà. Tout le monde aujourd'hui a les yeux rivés et nous parle des énergies dites renouvelables. Si on regarde l'évolution des ressources énergétiques et de leur utilisation, que ce soit aux États-Unis ou en Argentine, et je ne parle pas de la Chine, ce n'est pas de renouvelables dont il s'agit et qui font le gros de la consommation, à tel point que si vous regardez les chiffres totaux, vous verrez que plus on exploite les hydrocarbures, plus il y en a. Ça relève de la magie, semble-t-il. C'est plutôt de la technologie que de la magie. Mais plus on exploite le pétrole, plus les réserves sont importantes. Donc, ça questionne beaucoup. Une théorie qu'on a beaucoup entendue, c'est la théorie du pic. La courbe fera une forme de cloche et puis ça redescend. Ce n'est pas ce qui est en train de se produire actuellement avec ces avancées technologiques et ces investissements considérables dans les hydrocarbures non conventionnels. Donc, on a une économie des ressources naturelles qui, en fait, est une économie d'une relative abondance, pas d'une économie de la rareté, à condition qu'on y mette les capitaux et les technologies nécessaires. C'est un petit peu le deuxième thème sur lequel je voudrais aller, peut-être en changeant l'ordre des interventions, mais au fond, on avait l'habitude d'un marché pétrolier dans lequel il y a des majors qui contrôlent les capitaux, la technologie et qui décident des réserves à exploiter. Alors, est-ce que ce scénario non conventionnel, est-ce que ça change les choses? Est-ce qu'il y a des cadres particuliers pour les exploiter? Et ça sert à quoi cette exploitation des non conventionnels dans les pays que nous étudions aujourd'hui? Sylvina, tu veux reprendre la parole?
en Argentine, ce nouveau cycle est encore repris par l'entreprise YPF. Il ne s'agit pas d'un major, mais il en a besoin de capitaux pour ces grands investissements. Donc, il s'associe avec d'autres grandes entreprises, telles que Chevron, telles que Dow, telles que Petronas. Et donc, c'est de cette façon qui est en train de s'élargir la production non conventionnelle à travers des grandes entreprises et qui, en général, on voit aussi apparaître d'autres, je vous les montrerai dans deux diapositives après, qui ne sont pas de cette taille, mais en général, on voit que l'activité est en train de prendre de l'ampleur à partir de ces grandes entreprises, de ces entreprises pétrolières qui prennent les risques pour obtenir ces ressources. Je voulais avant vous montrer que l'histoire pétrolière et gazière en Argentine, elle est longue. Donc, c'est un peu le prolongement, les hydrocarbures non conventionnels en Argentine, c'est un peu le prolongement de cette histoire. Je disais tout à l'heure que c'est comme un nouveau cycle parce que c'est la récupération de l'entreprise nationale, parce que c'est le repositionnement de l'État et parce que c'est à nouveau la prise en main, c'est YPF qui lidère l'activité dans ce pays. Et c'est à peu près comme au début du XXe siècle. C'est un front pionnier, on peut dire un front énergétique qui est ouvert et derrière lequel, après, il y en a bien sûr d'autres grandes entreprises qui vont aller plus loin. Et en ce moment, comme c'était au début du XXe siècle avec le pétrole et à moitié du XXe siècle pour la valorisation du gaz, il s'agit toujours en grande mesure de réduire les importations de carburants liquides ou gaz ou charbon. À chaque moment, c'est différent, mais c'est toujours très important pour l'État et pour les pays de réduire ces importations. Et l'Argentine, elle avait pari au gaz depuis très longtemps. On les voit sur cette graphique. Donc, les gaz et les carburants, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais elle apporte plus de la moitié de l'énergie que les pays consomment. Et les gaz, les carburants protagonistes depuis plusieurs années. Donc, si on compare les mix énergétiques argentins avec la moyenne mondiale, c'est un mix relativement propre puisqu'il ne consomme presque pas de charbon, puisque le gaz, il apporte 60% de l'énergie et le pétrole, 30%. Donc, mais ça crée une dépendance, 90% de l'énergie qui provient de ces ressources dont on a en Argentine. Et cette longue histoire de développement des hydrocarbures en Argentine a permis qu'aujourd'hui, plus de la moitié du pays soit connecté au réseau de gaz et qu'encore presque le reste consomme du gaz en bouteille. Et en plus, on a plusieurs d'autres usagers qui sont connectés au réseau de gaz, tels que les usines électriques, telles que les industries, telles que les stations de services qui vendent du GNC depuis des années pour les voitures. Donc, les gaz qui, à différence du pétrole et du charbon, c'est un carburant beaucoup plus polyvalent. En plus, en Argentine, je dirais, c'est un carburant omniprésent. Il est partout. Dans ce graphique, vous voyez, il apporte plus de la moitié de l'énergie qui demande le secteur résidentiel et presque la moitié de celui de l'énergie, de l'industrie. Et pour les commerces, c'est un quart de son énergie, pour le transport, une cinquième. Mais je dis que ça, c'est l'apport direct du gaz à ce secteur. Mais il y a un apport indirect qui est lié à la consommation d'électricité,
qui est produite à 60% avec du gaz. Vous le voyez sur l'autre graphique. Donc, clairement, c'est un pays très dépendant des hydrocarbures avec un système qui est déjà assez efficient parce que le fait que le gaz soit si présent les rend particulièrement efficient et non tellement polluant. Donc, l'Argentine, elle est pionnière dans cette transition. Et en plus, avec non seulement une incorporation de ces ressources partout, mais avec un développement industriel associé. Je ferai très vite pour finir cette question. Mais vous voyez, ces photos anciennes, ce sont les photos, ce sont les publicités de 1930, quand on commençait à essayer de vendre des cuisines à gaz. Donc, gaz de l'État, l'entreprise publique, et après, ça c'était les premiers, c'était pour le gaz qui était produit avec des charbons. Mais après, l'entreprise gaz de l'État a embauché une personne qui apprenait les femmes à cuisiner et avec du gaz. Et à ce même moment, il y avait aussi, il était né, une industrie des estufas et cocinas, des appareils à gaz. Ils sont encore reconnus, cette publicité, et elle était prise en Bolivie l'année dernière. Elle dit Productos Originales Argentinos. Et ce sont des marques qui tiennent encore et qui exportent. Dans les années 80, l'État aussi décide de promouvoir la consommation de gaz naturel véhiculaire et il y a derrière une industrie de GNC qui se développe et on exporte ce genre de produits. Donc, il y a un intérêt majeur donc, de soutenir tout ça et ces entreprises vont appuyer, vont profiter de ce nouvel essor du développement des gaz en Argentine. Et donc, je crois avoir répondu les deux questions. Comment? Ce sont des grandes entreprises et pourquoi faire? Pour soutenir tout cet appareil industriel et énergétique qui est en train de se consolider et avec même le développement technologique depuis un siècle. Merci Sylvina. On voit bien dans ta réponse comment en Argentine, ça s'inscrit dans une matrice politique, industrielle ancienne et que l'État y gagne sur un plan stratégique exportation, sur le renforcement de la compagnie nationale et donc sur un discours aussi souverainiste sur les contrôles des ressources. Et puis également en faisant quelque chose qui est très important, c'est en garantissant des conditions d'accès à l'énergie à la population. Alors, je crois que le panorama est assez différent aux États-Unis, où justement le gaz, c'est plutôt un nouveau venu et qui va s'insérer dans l'économie américaine. Robert? En effet, je voulais souligner le fait que, au contraire, c'est un peu une rupture schumpeterienne qui est aux États-Unis. En effet, si on regarde bien, ça fait. Alors, bien sûr, il reste. L'élément sur lequel je veux insister, c'est donc le suivant. Il y a une série de caractéristiques américaines qui sont très importantes pour comprendre. Le premier, c'est la diversité géologique des territoires. C'est que c'est une grande caractéristique des États-Unis. Il y a une multiplicité de modèles industriels. Alors, on va y revenir pour la prospective. Deuxièmement, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné en tant que Français, c'est la propriété privée du sous-sol, mais pas du sous-sol maritime. Donc, premier élément, les propriétaires ont la capacité d'exploiter. Deuxième caractéristique, les États-Unis, c'est l'esprit d'entreprise. En gros, l'idée que chacun peut renouveler la dynamique d'un certain industriel en se présentant sur les innovations. Et caractéristique non négligeable, forte incitation fiscale du gouvernement, puisqu'on a un élément très important qui va finalement aboutir à l'autonomisation. C'est-à-dire là, par contre, il y a une convergence avec l'Argentine. Le résultat final,
c'est l'autonomisation de la dynamique. Alors, ce qui paraît intéressant, du coup, ça déplace le problème, puisque d'abord, on a un problème de nouvelles formes de pollution. Le charbon, déjà, les centrales au charbon polluées, mais il y a une pollution tout à fait particulière du gaz de schiste sur, en gros, les microcysticités, parfois des tremblements de terre majeurs, la détérioration de la qualité de l'eau et, chose intéressante, un élément très contrasté de notre externalité, montée du prix des villes qui sont très proches des puits, des nouveaux puits, mais détérioration de la valeur des bâtiments et des maisons qui sont directement liés à l'exploitation. Autre caractéristique, c'est une économie de l'endettement. Et pour le coup, cet endettement dans ce secteur ne sert pas à spéculer comme le faisait le régime dominant dans les années 2010, mais à forger des nouvelles installations. Alors, ce qu'on a pu réaliser, c'est que ces installations sont partiellement mobiles. Après avoir exploité un lotissement, on peut le déplacer. Et à nouveau, c'est une idée extrêmement typiquement américaine. Dernier point qui est tout à fait important, les secteurs nouveaux exploitent toutes les opportunités. Et pour le coup, les innovateurs ont été beaucoup plus vigoureusement stimulés par les politiques gouvernementales que les gros acteurs. Et donc, je trouve que c'est également extrêmement important de voir que la continuité, c'est la succession de générations d'entrepreneurs et chacun a été mis le périphérique par une réglementation et la chose qui est tout à fait extraordinaire, on va revenir sur les limites, ceci lance des mécanismes qui, par certains côtés, peuvent se traduire par un renouvellement des crises financières. Par exemple, nous allons voir comment l'arrêt de la dynamique de la demande mondiale fait chuter les prix et menace de faillite ces petits producteurs qui n'ont pas la surface financière des grands majors. Donc, à travers ce mécanisme, je dirais que l'économie américaine a changé. Ce n'est plus la même et je vais, peut-être en réponse à d'autres questions, montrer que même son mode de régulation macroéconomique a changé. En un mot, dans le passé, lorsque les prix du pétrole augmentaient, les États-Unis avaient une récession parce que la consommation était négativement affectée et l'exploitation des gaz traditionnels ne suivait pas. Avec l'extraordinaire développement en 10 ans des capacités de production du gaz non conventionnel, on a un mécanisme tout à fait mitigé dans lequel, lorsque le prix de l'énergie flambe à nouveau, ça rentabilise à nouveau ces entrepreneurs et donc la conjoncture américaine s'autonomise par rapport à la volatilité du prix de l'énergie. Et ça, à nouveau, c'est une caractéristique assez remarquable qui mérite d'analyser. Donc moi, j'insisterai plutôt sur le mouvement s'inscrit dans une certaine continuité institutionnelle des États-Unis, mais il finit par produire une économie, et je la caractériserai plus précisément ensuite, qui n'a plus les mêmes caractéristiques. C'est pas en gros la répétition du boom du Texas, des chemins de fer, etc. C'est une phase nouvelle. J'anticipe le thème, ne serait-ce que parce que la géopolitique a changé et la finance mène la danse. Donc c'est un nouveau mariage entre pétrole et financiarisation de l'économie. Merci Robert pour cette réponse qui montre bien que cette question des non conventionnels va au-delà du problème technologique et qu'elle est en train de bouleverser en fait l'économie des États-Unis. Et bouleverser les économies des États-Unis, c'est bouleverser l'économie mondiale en fait, dans l'insertion des États-Unis, son commerce, sa dépendance au marché ou ses partenariats stratégiques dont on va reparler un peu plus loin. Alors, mais il y a une question avant celle-là, une question préalable, c'est est-ce que ça peut durer? Est-ce que les États-Unis ou l'Argentine se donnent des conditions suffisantes pour que cette activité soit, je ne dirais pas durable au sens du développement durable, mais qu'elle puisse se prolonger dans le temps, qu'elle soit résiliente par rapport à des chocs macroéconomiques, par rapport à la question des ressources. Et j'ajouterai une question qui a été posée par l'un dans le chat, c'est est-ce que
d'un point de vue écologique, tout simplement? Est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser plus d'énergie pour extraire le pétrole ou le gaz que d'énergie qu'on récupère à la fin? Donc au final, est-ce que c'est un bilan qui pourrait amener à poursuivre cette activité ou au contraire, est-ce que il y a tellement de fragilité, d'incertitude que ça peut finalement disparaître aussi vite que c'est venu? Alors c'est une question compliquée, mais au fond, la question, c'est de savoir si on a un cadre qui garantit une certaine résilience de cette activité des non conventionnels. Peut-être Robert, tu veux peut-être poursuivre ta présentation? Mon approche, ce qui est initialement une force là, devient une faiblesse. Et alors moi, je vois beaucoup de faiblesses de ce modèle. Mais vous savez, l'intérêt du capitalisme, c'est qu'il vit en exploitant ses propres faiblesses. Donc c'est vrai, je n'en garde l'idée, il y a des conflits, des contradictions, donc le système va s'effondrer. Mais je vois les contradictions suivantes. La première, c'est bien sûr le mécanisme écologique. Ça a des effets tout à fait perturbateurs sur l'environnement. Alors, le continent américain est plus vaste que les Pays-Bas, donc on peut se négliger, mais ça pose un véritable problème, d'autant plus qu'il y aurait des mouvements écologistes qui s'en empareraient. Et c'est vrai que ça change complètement des localités, ça crée des villes fantômes, etc. Donc, premier élément. Alors, je ne suis pas assez savant pour savoir quelle est, vous savez, dans l'empreinte écologique totale. Quel est le fait, puisque si on intègre toutes les puits de pétrole, les forages, etc., quel est le bilan net? Mais il faut se méfier, dans les inputs à toute matière, toute activité prélève sur les matières. Donc il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas l'énergie, ben voilà, il y a des lois physiques qui régissent l'énergie, donc clairement il y a des limites écologiques nettes. La deuxième, alors je prends l'exemple non pas du pétrole, non pas du gaz, mais du pétrole, c'est la financiarisation de la formation du prix du pétrole. Alors, laissez-moi vous dire, lorsqu'on crée les marchés à terme, c'est-à-dire grosso modo, on achète à un mois, à un tel prix, tel volume, en l'occurrence de pétrole. Dans le passé, ceci était perçu comme une façon d'une assurance. Le producteur était sûr que son prix ne varierait pas. Mais avec la dynamique du capital financier, les financiers sont à la recherche d'outils de spéculation, de transférer dans le temps le risque. De telle sorte qu'après 15 années de développement de ces innovations financières dans les produits dérivés, voilà qu'aujourd'hui, le prix à terme du gaz conditionne le prix aujourd'hui. Donc, le grand renversement, c'est que ce sont les anticipations qui régissent le prix d'aujourd'hui. Alors, je répondrai à la très belle remarque de Sébastien. Quelles sont les réserves? Pour savoir les réserves, il faut sonder, il faut explorer. De telle sorte qu'il n'y a pas des réserves bien connues de tous qui nous attendent, mais ces réserves sont explorées au prorata des anticipations des financiers sur le marché futur. Et vous comprenez que ce mécanisme a une instabilité fondamentale. De temps en temps, on trouve bien les réserves, mais entre-temps, on a produit une telle surproduction que la conjoncture se renverse. Alors la chose qui est extraordinaire, c'est l'une des plus grandes compagnies. Vous voyez, alors vous voyez aussi l'aspect qui est intéressant de la financiarisation. Imaginez que tout soit financé par autofinancement, ce qui n'est pas possible, puisque les sont des jeunes. Un cours boursier n'aurait pas grande influence. Là, vous avez vu que cette compagnie, chez Aztec, perd, lorsque ralentit la demande mondiale d'énergie, fait 85% de sa valeur. Et bien sûr, précipite la faillite et déstabilise les banques qui ont prêté aux producteurs. Donc, deuxième grande limite, le péché mignon de l'économie américaine, c'est la persistance d'un modèle tiré par l'innovation financière. Elle a pour propriété une succession de bulles. La première bulle, c'est dans les années 2000, l'émergence des nouvelles techniques de l'information, puis on a l'économie de la connaissance, et la phase intermédiaire que nous avons vécue avant 2015, c'est spéculer sur les matières premières. Donc, chose intéressante, voici que le dynamisme de l'économie américaine est maintenant alimenté par une anticipation de ce qu'auront les réserves non conventionnelles. Troisième limite, et alors on a plein d'actualités, moi j'étais très intéressé de trouver ce mécanisme-là, des political économistes du NBR ont montré que dans les États
qui avait poussé les gaz de schiste, les républicains avaient tendance à gagner les élections. Et on pourrait dire que traditionnellement, dans les États qui vivaient de l'énergie, comme le Texas, les républicains dominaient. Donc, chose intéressante que nous allons reprendre dans les questions suivantes, voilà que ça change la polarisation du monde politique. Puisque, grosso modo, alors je simplifie beaucoup, on aurait des républicains qui sont très... Alors, je ne parle pas du président en voie de disparition, peut-être c'était caricatural, mais qui était allié même à la production de charbon et l'énergie, et des modernistes comme les démocrates, qui sont plutôt alliés à Wall Street et à la Silicon Valley. Donc, chose intéressante, voilà que ceci va bouleverser la géographie, non seulement économique, mais électorale, et les choix du gouvernement fédéral. Donc, je dirais, l'histoire est en train de se passer. Nous ne sommes pas en train de jouer une partie déjà jouée. Cette partie est très largement nouvelle dans des conjonctures, ce qui peut-être vous expliquer la conjoncture politique qui a peu de précédents contemporains, parce que toutes les composantes de la société et de l'économie américaine ont été affectées par cette montée des gaz non conventionnels. Merci Robert. On va passer la parole à Sylvina pour un commentaire sur finalement ces conditions de stabilité de l'activité en Argentine. Après, sur la dernière planche, là, sur les élections, il faudrait regarder si ce renversement s'est vérifié sur les dernières élections présidentielles, parce que précisément un État qui a basculé, c'est la Pennsylvanie, qui est un de ces États du gaz de schiste, qui finalement a voté démocrate, mais c'est un des derniers qu'on a vu devenir bleu sur nos écrans. Bon, mais la Pennsylvanie, c'est un très grand État, très compliqué, avec une population importante. Donc, mais c'est certain que cette irruption de l'activité dans les territoires, elle change les sociétés, elle change le rapport au travail, parce qu'il y a quand même des flux de capitaux et donc de salaires qui sont très significatifs. Peut-être qu'avant d'aborder cette question-là, on fera après. On va donner la parole à Sylvina sur les questions finalement de stabilité ou de résistance ou de résilience de l'activité non conventionnelle en Argentine. Oui, en fait, la réponse de M. Royer me faisait penser à dire tout d'abord qu'en Argentine, les gouvernements Kirchner, les gouvernements de Macri, les gouvernements de Fernandez, tout le monde veut développer les non conventionnels. Ça, il y a de la continuité et pas l'opposition, il n'y a pas la grieta devant Vaca Muerta. Donc, ça, c'est un point que je voulais signaler. Et avant de dire que je considère qu'il y a toujours le temps long des réseaux techniques. Il s'agit des investissements énormes. Et donc, on aurait tendance à croire qu'il y a l'intérêt à les faire soutenir, à les faire durer au moins un moyen terme. Et il y a aussi l'inertie des institutions et des sociétés qui ont de l'intérêt ou qui font durer ces activités rentables. Et je vais vous montrer des images. Donc, bon, celle-là, c'est les investissements de ces grosses entreprises dans des énergies renouvelables. Donc, et les graphiques qui montrent l'importance de Vaca Muerta dans les ressources de shale en Argentine, de shale gas. Vaca Muerta, c'est un tiers. Et pour les shale oil, Vaca Muerta a 50% de ses ressources. Donc, on dit qu'on a encore beaucoup plus de ressources techniquement récupérables, mais déjà, l'épée, on va dire, qu'on a fait dans cette formation de Vaca Muerta a permis d'obtenir autour de 60% de la production de Neuquén. Donc, c'est très important. Et derrière ça, il y a des revenus pour les États provinciaux et pour l'État national.
parce qu'à différence des États-Unis, les hydrocarbures en Argentine sont du domaine des provinces ou de l'État national et en fonction de la localisation, c'est-à-dire dans les continents, les domaines, la propriété, on va dire, et c'est des provinces et dans les sous-profondes, c'est de la nation. Donc, et les provinces, telles que la province de Neuquén, ont de l'intérêt à que cette activité ait de la résilience et c'est pourquoi la province vient de créer un programme, un fonds, ça s'appelle Fondo, où on accumulerait une partie des excédents de production, les revenus liés aux excédents de production, et pour faire face à des situations difficiles ou compliquées comme la situation présente. Et l'État national aussi, à chaque fois, il démarre de nouveaux programmes pour essayer de motiver les entreprises à continuer ou même à augmenter l'activité productive. Et donc, à ce moment, on avait les plans et les programmes du baril crioche ont un prix pour la commercialisation du pétrole en Argentine est différent du prix international, au plus élevé que celui-là. Et un autre plan gaz aussi pour motiver. Donc, il y a l'État qui a tout l'intérêt à que ces activités aient une continuité. Donc, les concessions, on voit sur les cartes les concessions en Neuquén pour le développement des hydrocarbures non conventionnels durent 35 ans. Donc, au moins, on a déjà cet horizon. On a l'appui des États pour que l'activité continue. Et il faut dire qu'à la tête de ces activités, il y a une entreprise nationale, il y a YPF. YPF, elle produit 40% des hydrocarbures non conventionnels, des shale gas, et 70% du pétrole non conventionnel. Donc, dans cette top 5, on voit 3 transnationales qui sont en Argentine depuis le XXe siècle. Et Pan American Energy, qui en partie appartient à British Petroleum, Shell, qui est depuis le début du XXe siècle, et Total, qui est en Argentine à peu près depuis l'année 80. Donc, et en plus de ces 3 grandes entreprises, il y a d'autres entreprises nationales comme Tecpetrol, Vista Oil et Pan American Energy. Donc, il y a cet enracinement qui permet de penser que l'activité durerait. Et je pense que c'est ça une perspective probable. Merci Sylvina. Alors, je vais peut-être continuer sur le cas argentin parce que évidemment une des questions posées généralement sur ces activités, c'est lié au fracking. Robert en a un petit peu parlé. Plus généralement, j'aimerais bien qu'on dise un mot des conséquences sur les territoires à une échelle plus locale ou plus régionale. Des territoires qui, pour certains, je pense à la Pennsylvanie, étaient des territoires qui étaient quand même en grave crise, notamment parce qu'on a fermé les mines de charbon, puisque le charbon émet trop de gaz à effet de serre et puis le charbon des États-Unis était moins compétitif. En Neuquén, la fin de l'exploitation des gaz et des hydrocarbures traditionnels provoque aussi une crise. C'est là que commence un certain nombre de manifestations en Argentine. Donc, à la fois, évidemment, tous les problèmes écologiques qui ont fait que, d'ailleurs, qu'en Europe, on n'a pas voulu autoriser ces techniques, du moins pas pour le moment. Et d'un autre côté, voilà, l'arrivée d'un dynamisme économique dans les territoires avec une redistribution vers les collectivités locales, vers les municipalités, vers les États. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire comme bilan autour de cette dynamique qui, je répète, est quand même une dynamique rapide et massive et très localisée, forcément. Peut-être Sylvina, tu veux commencer? Oui, je dirais justement, je reprendrai tes deux idées, le fait que l'activité soit si intense et si accélérée et produit un tsunami dans les territoires où elle arrive, au moins en Argentine. Donc, il s'agit pour Neuquén d'une troisième vague hydrocarbifère. Je n'arrive pas à faire bouger les... Oui, donc pour Neuquén, c'est comme une troisième vague hydrocarbifère. Donc la société, elle a une identification avec cette activité. Il y a une certaine identité. Elle a commencé au XXe siècle. Il y a la comarca pétrolière qui s'est conformée autour de Cutralcó et Plaza Winkle. Puis, on a eu un deuxième moment pétrolier très fort autour de Rincón de los Sauces. Et maintenant, l'activité tourne autour de Agnello, qui devient la capitale des hydrocarbures non conventionnels. Donc, on voit, par exemple, dans cette ville qui a été fondée ou circonscrite à la vallée du fleuve Neuquén, l'arrivée des flux différents, des personnes, des capitaux, des camions, etc. Et les changements sont énormes. Et la ville, elle prend une nouvelle dimension. Et même, on voit des installations sur les plateaux, non seulement sur la vallée, mais sur les plateaux, dans des territoires qui sont assez compliqués parce qu'il y a des vents forts, il y a des risques de desmoronamiento. Donc, ce sont des espaces, du point de vue de l'environnement, compliqués. Et on a ces conflits qui se donnent par le rapprochement des activités industrielles et résidentielles. Donc, tout ça, c'est en grande partie lié à l'incapacité ou les problèmes de la gestion de l'administration pour gérer ce développement urbain si rapide. Donc, ça, c'est un conflit. L'autre conflit, c'est avec les activités précédentes telles que l'agriculture. Donc, les pétroles font monter les prix, les salaires, et donc ça rend très peu attractif des activités précédentes. Donc, les fruticulteurs ont du mal à trouver des travailleurs, et les gens ont du mal à trouver un logement accessible. Donc ça, ce sont des problèmes auxquels doivent faire face les États municipaux, provinciaux, nationaux, etc. Et aussi, il y a l'occupation des terres et des populations indigènes. Donc, tout ça a fait qu'il y ait beaucoup de communautés et même une province qui s'est déclarée anti-fracking. Donc, il y a tous ces conflits, c'est sûr. Mais on voit en même temps, comme je le disais, beaucoup de synergies, beaucoup d'expectatives dans cette site de Neuquén, je veux dire, très lié à l'activité pétrolière. Et je dirais qu'il y a beaucoup de répercussions aussi en dehors de Neuquén à différentes échelles. Sébastien, tu as mentionné le fait que ça rend accessible les gaz pour la plupart de la population argentine. Non? En Argentine, les tarifs sont aplatis depuis longtemps et tout l'État subventionne les services. Donc, ça signifie beaucoup. Mais aussi, il y a des activités
qui ont lieu, par exemple, au port de Bahia Blanca pour la logistique des bateaux, des machines qui rentrent par les ports, etc. Il y a à Entre Rios ou à Chubut des industries pour fournir du sable pour ces forages. Donc ici, on voit cette photo, on l'avait prise avec Sofia Vichalva qui a fait son doctorat sur ces questions. Et c'est du sable qui venait de la Chine et du Brésil. Maintenant, l'Argentine, elle produit ce sable. Donc, les impacts sont énormes en Neuquén, dans les sites productifs, mais ils sont aussi énormes, les répercussions ailleurs dans les pays. Et il y a à différentes échelles des espaces multisectoriels de plusieurs acteurs qui se regroupent pour essayer de co-construire. Et par exemple, Cutralco, c'est un exemple. Cutralco et Plaza Winkle ont une entité, un ente intermunicipal, et c'est le seul dans le pays qui a des droits pétroliers, c'est-à-dire qu'il y a une concession. Et avec ces royalties, ces localités essayent de diversifier leurs économies. Ils sont établis en pôle technologique où ils essayent d'attirer les entreprises qui travaillent à Vaca Muerta, mais en plus, par exemple, ils ont réussi à attirer une VAP. Une VAP, c'est une entreprise très importante qui développe des aérogénérateurs, où ils ont réussi à attirer une plateforme pour évaluer les aérogénérateurs des petites et moyennes puissances qui se construisent en Argentine. Donc, c'est un sujet vraiment complexe. Et quelles sont les répercussions? Et je peux pas dire vraiment les bilans environnementaux en termes d'eau ou d'empreinte de charbon, comme disait Robert. Mais on voit beaucoup des activités émerger. Par exemple, IPF, il a investi dans une entreprise pour le développement des énergies renouvelables, IPF Elus, et il a construit un parc éolien. Et une autre entreprise, ITEC, qui est en société avec les CONICET. Et donc, 51% IPF et 49% CONICET, où on développe de la technologie non seulement pour Vaca Muerta, mais aussi pour l'hydrogène ou d'autres. Et on voit en plus une industrie liée au gaz. Par exemple, on produit du Chanel dans les sites, dans les puits pétroliers, dans les puits de gaz, on va dire. Et au pied des forages, on liquéfie les gaz et on les transporte en camion, c'est-à-dire des gazoducs virtuels, à différents centres de consommation, c'est-à-dire des forages non connectés au réseau de gaz peuvent être reliés à d'autres sites non connectés au réseau de gaz. Donc, cette technologie devient une technologie de pointe qui est même exportée et qui peut être appliquée à différentes questions. Par exemple, c'est emblématique, les bateaux qui relient l'Argentine et Montevideo, ils fonctionnent à Chenel et là, à Vicente López, pas loin, dans la région métropolitaine de Buenos Aires, donc, il y a cette usine de liquéfaction qui fournit à travers des camions des GNL pour ces bateaux. Et donc, la fabrication des camions à GNL ou HNC aussi, elle commence à être développée. Donc, les impacts sont très divers, sont énormes, en Neuquén et partout dans les pays. Et oui, c'est intéressant de les étudier. Merci Sylvina, c'est très précis ce que tu nous racontes. On voit bien que ça va au-delà du territoire d'implantation de l'extraction, hein, que ça a des effets sur en fait les équilibres régionaux, l'attractivité de certaines régions, indépendamment ou en plus des conséquences environnementales locales dont on parle beaucoup, mais il faut bien voir comme toutes les conséquences du déploiement de la filière. Alors,
Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu pour les États-Unis, Robert. Aux États-Unis, on parle de communautés fracturées. Hein, c'est le titre d'un ouvrage sur l'exploitation de gaz non conventionnel. Alors, je suis bien incapable de faire le symétrique de ce qu'a fait Céline, parce que je ne suis pas géographe. Moi, je vais tirer dans la direction suivante, c'est comment la diversité des modes de développement aux États-Unis est affectée et comment, en gros, les choix politiques en sont changés. Alors, vous avez vu qu'effectivement, les États sont qui bénéficient de ce boom sont très particuliers. Et à l'américaine, comme l'a mentionné Sylvana, la rente est convertie en plus de salaire, les prix des logements augmentent, etc. C'est un mécanisme typique. Par exemple, c'était le cas au moment du boom de la Silicon Valley, même les plus doués techniciens n'arrivaient plus, ou des inventeurs n'arrivaient plus à se loger parce que tout était converti en rente immobilière. Et du coup, c'est un élément important, l'un des grands relais de la macroéconomie, c'est la formation des prix immobiliers. Et du coup, par contre, ce que je pourrais dire, du coup, je n'ai pas du tout l'équivalent de la transformation des régions. Par contre, la nouveauté, c'est les intérêts des États ne sont pas convergents quant à la politique fédérale, puisque grosso modo, ce qui est bon, imaginons qu'on ait une mesure protectionniste pour l'énergie, ce que voulait faire l'ancien président sur le charbon, c'est catastrophique si c'était étendu un protectionnisme général, parce que le capitalisme de plateforme des GAFAM vit sur l'ouverture. Et donc, je dirais que cette irruption, alors je vais tenter une image. Je me demande si le modèle extractiviste qui fait les beaux jours de l'analyse de l'Europe du Sud, l'Amérique latine, n'est pas en train de jouer un rôle déterminant dans les États-Unis, quitte à freiner un tout petit peu sa course à l'innovation technique. Donc la chose est assez intéressante. Alors je vais risquer, puisque je ne vais pas décrire en détail la régulation, je vais risquer une image pour vous faire réagir. Eh bien maintenant, Wall Street a arbitré entre les GAFAM, le nec plus ultra de l'économie de l'information allié au percée de l'innovation médicale, et un mécanisme beaucoup plus conservateur de pays extractivistes. Parce qu'en gros, les États-Unis se mettent à exporter du gaz. Et je trouve que ça rend, vous voyez, les négociations commerciales internationales, les questions de fiscalité, etc., de crédit, au niveau. Donc, je dirais à nouveau, excusez-moi, du biais de formation, je dirais volontiers de la diversité de l'hétérogénéité des États américains vers des difficultés croissantes dans un compromis permettant au gouvernement fédéral d'avoir une politique unifiée. C'est une réponse limitée, mais c'est la seule, compte tenu des faibles compétences en géographie de l'énergie aux États-Unis. Merci Robert, mais je crois que tu nous annonces déjà un autre sujet sur lequel on pourrait peut-être développer un petit peu, c'est les conséquences plus globales en fait de ce changement, parce que les États-Unis deviennent finalement un pays d'économie rentière, ou en tout cas certaines de leurs régions deviennent des économies de rente. Les États-Unis exportent du gaz. Il y a aujourd'hui plusieurs terminaux de construction, notamment en Louisiane, sur la région du Golfe du Mexique, qui est la région traditionnelle des hydrocarbures, mais on va se mettre à exporter de plus en plus de gaz. C'est-à-dire que l'électricité que vous consommez en Europe aujourd'hui, elle est parfois fabriquée avec du gaz russe, elle sera peut-être fabriquée demain en brûlant du gaz américain, et du gaz américain qui est aujourd'hui, enfin l'année dernière, est exporté jusqu'à Singapour, et ce qui paraît un renversement complet en fait des flux énergétiques et marchands à l'échelle globale. Et si on regarde l'Argentine, pendant un temps, a exporté du gaz et du pétrole, ça Sylvina l'a rappelé, puis n'a plus été en mesure de le faire et pourrait demain en faire de nouveau. Donc, si on réfléchit sur des perspectives d'intégration latino-américaine, notamment la relation avec le Brésil, elle peut très bien être revue aussi par rapport à des disponibilités majeures d'exportation de l'Argentine pour le Brésil qui a besoin de gaz, parce que le Brésil a fait le choix
passer progressivement un certain nombre d'activités sur le gaz à partir du moment où il y a eu le contrat avec la Bolivie. Ça, c'est déjà il y a un petit moment. Mais donc, et du coup, c'est les rapports géopolitiques qui sont liés, des rapports aussi ou les positions par rapport au changement climatique, hein, puisque si on est exportateur d'hydrocarbures, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être que Robert, tu peux poursuivre ta réflexion là que tu avais amorcée dans la réponse à la question précédente. Effectivement, hein, qui me plaît beaucoup, parce que voilà, en effet, voilà, alors, je crois qu'on vit donc une question tout à fait nouvelle. La premier élément, c'est voilà qu'une partie significative de l'investissement est maintenant motivée par le prix de l'énergie. Donc, si vous voulez, c'est assez intéressant parce que, en gros, dans le modèle qui est d'économie financière tiré par l'innovation, c'était fondamentalement les perspectives portées par le marché financier. Donc, on a ce changement donc, qui est assez fondamental. Une partie de l'investissement, ce n'est pas de la high-tech, c'est de la high-tech appliquée à l'économie extractive. Donc, premier élément important. Alors, la chose intéressante qui m'a surpris, c'est que la fraction de l'investissement dédié à l'énergie, qui avait complètement décru, a explosé. Donc, on a une partie de la dynamique de l'investissement qui est maintenant partie liée à l'exportation de ce secteur. Et alors, une chose qui est tout à fait intéressante que j'ai déjà mentionné, ce graphique est très intéressant. Puisque, alors, en orange, ou marron foncé, se trouve le prix de l'énergie. En bleu, c'est l'évolution de la consommation, et en vert, l'investissement. Et si vous observez bien, vous voyez qu'au tout début, alors pour les années 2000, les États-Unis se comportent comme des pays industriels. Lorsque le prix du pétrole augmente, c'est un prélèvement des pays entiers qui sont à l'extérieur. Et donc, la consommation est pénalisée et l'investissement prend le relais, alors que progressivement, ces effets négatifs sur la consommation s'estompent et les effets positifs sur l'investissement deviennent positifs. Et alors, là, on a un résultat assez original. On a un mécanisme assez métastable par rapport à la volatilité du prix de l'énergie. Et c'est rare, parce que soit les pays sont d'un côté, soit de l'autre, si vous voulez. Et alors, du coup, c'est un effet inattendu, mais tout à fait intéressant. Alors, ça a un effet tout à fait important. Il est plus intéressant de négocier avec l'Arabie Saoudite, d'aller au Moyen-Orient dans des opérations compliquées, parce que, grosso modo, on peut ajuster par la dynamique interne de l'investissement, tantôt vers l'énergie, tantôt vers le nouveau secteur, tantôt dans la finance. On n'a plus à avoir un rôle de contrôle, de tentative de contrôle, mais qui a déjà disparu depuis longtemps. Et ça, c'est un mécanisme, et alors c'est une particularité que peu de pays, par exemple les Chinois, n'auront pas cette capacité, puisqu'ils ont beaucoup de charbon, pas beaucoup de gaz, donc on a une particularité. Troisième particularité, c'est maintenant la balance commerciale. Lorsqu'on dit du commerce international, on aurait pu imaginer que les États-Unis exportent des high-tech, des iPhones, etc. Mais ils n'exportent plus que trois choses. Un, les droits de propriété sur tous les nouveaux designs, des nouveaux produits, des techniques de l'information, et puis les dividendes de leur distribution à travers les GAFAM. Et le troisième source de revenus, c'est les revenus rentiers. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez une reprimarisation de la balance commerciale des États-Unis, ce qui est quand même un beau renversement, parce qu'on imaginait au contraire une polarisation dans laquelle le modèle dominant serait à terme la Silicon Valley, s'emparant par exemple des technologies, des biotechnologies, en s'alliant pour trouver une nouvelle source d'expansion. Et voilà que donc les États-Unis deviennent un tout petit bout d'Arabie Saoudite. Alors, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça résorbe l'un des déséquilibres majeurs du pays. Et alors, dernier point important, vous voyez que dans la période de Pax Americana, le prix du pétrole, là je parle du prix du pétrole, c'est pas celui du gaz, mais d'une certaine façon, il y a des substitutions, ils sont liés. Il y avait un contrôle magnifique qui était le grand engin de la croissance industrielle fordienne, c'était la stabilisation de ce prix d'énergie. Vous voyez qu'avec l'OPEC, puis sa dissolution de l'OPEC, etc., vous avez une volatilité tout à fait extraordinaire. Et vous voyez que c'est extrêmement préjudiciable pour la plupart des grands pays qui n'ont pas de ressources naturelles. Alors, donc, en quelque sorte, les États-Unis se sont immunisés des aléas en approvisionnement en termes de pétrole, ce qui leur donne un avantage tout à fait considérable par rapport aux autres pays. Donc, vous voyez qu'on a, alors on a une des interprétations
Là, c'est qu'on n'a plus besoin d'une seconde guerre en Irak, parce que peut-être fondamentalement, on peut trouver une division du travail international qui satisfait l'insertion internationale des États-Unis sans avoir besoin de dépendance. Et alors, il me semble que ça va laisser des traces tout à fait importantes. Alors, je n'ose pas évoquer l'euro parce qu'il est hors de ce sujet, mais vous voyez bien que ni la Chine ni l'Europe ne sont dans cette configuration. Alors, pour vous rassurer, ce modèle a toutes les limites, qui vient que ce modèle vise sur les anticipations des rendements et des prochaines découvertes. Et comme vous l'avez vu, ce modèle est très instable. Donc, personne ne sait comment les États-Unis vont sortir de la pandémie de la Covid. Donc, là, j'ai décrit les effets favorables. N'oublions pas que les déséquilibres peuvent être tout à fait inutiles. Alors, sans compter la question cruciale, un pays dynamique suppose une intermédiation politique efficace. Et alors, suivez mon regard, sans intermédiation d'une politique efficace, vous pouvez imaginer les difficultés d'arbitrage dans ces divers modèles en concurrence. Peut-être pour poursuivre la réflexion et avant de passer la parole à Sylvina, Robert, justement, il y a une question d'un des spectateurs sur la position de Joe Biden sur ces questions de fracturation. Alors, la question, c'est donc Joe Biden ne s'est pas prononcé contre la fracturation, mais il a promis de ne pas donner de nouveaux permis d'exploitation. Je crois qu'en fait, il ne veut pas en donner dans les terres fédérales ou dans les terres protégées, parce que aux États-Unis, si on possède le sol, comme tu l'as dit, on possède le sous-sol. Donc, les privés pour continuer à exploiter. Bon. Mais en gros, quelles sont finalement les attentes, les anticipations par rapport à ce qui pourrait être une politique énergétique de Joe Biden? Quelles sont les options possibles? Peut-il vraiment se passer des gaz de schiste et revenir à une situation antérieure, ou va-t-il continuer dans cette voie? Vous voyez, il y a une dépendance au chemin. Ce secteur a été constitué et il contribue à la régulation de l'économie américaine. Et donc, Biden, qui est un équilibriste, qui est un centriste, doit avoir à jouer finement. Il ne peut pas récuser brutalement. Donc, il hérite en essayant de faire transiter l'économie vers plutôt une recapitalisation de l'innovation industrielle. Et deuxièmement, s'il y a une opposition républicaine-démocrate, c'est aussi une façon, il faut aussi se concilier les États qui vivent de ce boom-là, et sans compter l'opinion publique qui est contente de la baisse du prix de l'énergie, etc. Donc il y aura difficile. Par contre, là où c'est relativement plus clair, sur le changement climatique, eh bien, c'est plutôt la Californie qui a gagné par rapport à la Pennsylvanie. C'est-à-dire, grosso modo, Biden va se réinscrire dans le traité de Paris, bien que ce dernier soit très peu contraignant. Donc, si vous voulez, tout va se jouer dans, à nouveau, l'équilibre dynamique interne. Mais je ne le sens pas avoir une politique dynamique d'interrompre totalement les biens du fait en donnant des droits aux populations autonomes, voilà, de freiner l'Alaska, etc., les excès de ce modèle, mais il y a un tout petit peu besoin de rente que produit ce modèle. Alors, et pour l'instant, bien sûr, il y aura à résoudre des problèmes d'une gravité encore plus grande que celle de comment pacifier la question de l'extraction des gaz non conventionnels. J'ajouterais que ce modèle des non conventionnels, il a une continuité politique, c'est-à-dire il commence sous Obama, c'est pas une invention de Trump, ça vient d'avant. Tu l'as bien expliqué au début de ton exposé que les choix technologiques étaient bien antérieurs, et en fait, le décrochage, il se fait au moment de la crise financière, qui a été d'ailleurs traitée sur ces écrans de l'IDEA, par toi notamment. Mais c'est à ce moment-là qu'on a ce décrochage et le démarrage de cette exploitation des gaz de schiste. Donc, il y a une continuité. Et d'autre part, en Amérique du Nord, il y a aussi une continuité, c'est le Canada. Parce que l'exploitation au Canada fait sens par rapport au marché américain. Donc, même s'il y a des problèmes aux États-Unis, il y a aussi des champs d'expansion de l'autre côté de la frontière. Et ça renvoie à une autre question, qui est une question justement d'intégration ou des processus d'intégration. Alors, dans ce cas-là, au niveau de l'ALENA revisité, et puis pour revenir vers le sud,
sur la question de l'Argentine et ses voisins et de son positionnement finalement géopolitique, sur lesquels peut-être que Silvina peut nous apporter un éclairage. Avant de répondre à ta question sur l'intégration et qui reprend notre sujet si cher, et compléter l'idée de répercussions globales des hydrocarbures non conventionnels. Bon, c'est sûr, et M. Robert vient de expliquer, cette redistribution des sites pétroliers qui change la géopolitique. Et toi, Sébastien, tu avais du début dit les pétroles, c'est une question technologique. Et donc, le plus on produit, le plus on en a. Et ces non conventionnels sont dans cette ligne. Et on avait déjà dit la question environnementale. Donc, les non conventionnels aident à la transition progressive, non? Parce que l'énergie renouvelable, c'est aussi une énergie, même si les prix peuvent être compétitifs, et c'est des nouveaux investissements et chers. Et donc, je dirais que l'impact, à mon avis, global, c'est d'avoir toujours une énergie à bas prix qui permettrait ou qui devrait faire prioritaire l'universalisation des services adéquats pour l'ensemble du monde. Il y en a, chaque année, on incorpore 300 000 personnes à l'électricité, mais il en reste 1 milliard de personnes sans électricité. Il y en a encore plus qui dépendent du bois et pour se chauffer ou pour cuisiner. Donc, c'est très important de leur donner des services et des meilleurs services. Et je pense que ça, c'est une des conséquences de ces hydrocarbures. Et quant à l'intégration régionale, je dirais qu'il faut reprendre les chemins déjà tracés, mais les faire mieux, c'est-à-dire de renforcer les liens. On est des pays complémentaires et avec beaucoup de richesses et beaucoup de difficultés. Donc, ce qu'on voit sur la table, ce sont beaucoup de possibilités en jeu. Par exemple, reprendre les exportations de l'Argentine vers le Chili, vers l'Uruguay et le Brésil, et même récupérer des importations, c'est-à-dire continuer à importer de la Bolivie en échange de leur vendre du pétrole. On parle de nouveaux projets grands comme celui d'un gazoduc vers Porto Alegre. Et on parle, par exemple, de l'intégration d'un corridor électrique de Vaca Muerta à Santiago de Chile. Et donc, il y en a beaucoup de projets et des possibilités toujours en cours. Et donc, ça dépend un peu de ces moyens termes dont tu me posais la question. Est-ce qu'il y aurait un moyen terme et un long terme pour l'exploitation des non conventionnels? Je pense que c'est là-dessus que se joue un peu l'intégration énergétique. Merci Sylvina pour cette réponse. Je voudrais peut-être qu'on la prolonge par certaines des questions qui ont été posées par les personnes qui nous écoutent et que je remercie d'être intervenues. Il y a une question qui est posée qui est pas sans lien, c'est celle de la filière hydrogène. C'est-à-dire, au fond, dans un processus d'innovation, aujourd'hui, on a eu l'innovation hydrocarbures non conventionnels, on a des initiatives sur l'hydrogène. Il y en a quelques-unes en Argentine, il y en a quelques-unes en France aussi, il y en a quelques-unes aux États-Unis. Alors, au fond, est-ce que c'est des solutions pour après? Est-ce que c'est des solutions
compatible. Et ça, c'est intéressant de l'hydrogène, c'est qu'on peut le mélanger à du gaz d'ailleurs. Et au fond, quel est le cadre de l'innovation technologique qui permettrait de faire avancer dans un sentier de transition? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut prendre la question. Parce qu'avec mon collègue, hélas disparu, Michel Fresnay, on avait étudié le destin du véhicule électrique. Et alors, vu de loin, si on s'arrête au niveau de l'automobile, c'est magnifique d'avoir une voiture qui cache de l'eau. La grande question, c'est savoir quels sont les procédés qui permettent de tenir l'hydrogène. Et donc, on a ramené à l'empreinte totale. Donc, c'est vrai, c'est ça nouveau. Alors là, je n'ai pas assez étudié le phénomène, mais parce que idéalement, attendez, c'est la solution de tous les problèmes. Mais alors, le dernier point, il y a déjà 10 ou 15 ans que tous les constructeurs automobiles ont ça en chantier, et seuls quelques véhicules utilisent ce mécanisme. Pour l'instant, il n'y a pas les grappes d'innovation. Donc, mon intuition sur le cas de l'automobile serait qu'il faudrait qu'on arrive dans l'impasse du batterie traditionnel au lithium pour qu'une vague d'innovation se porte sur l'hydrogène afin de le rendre rentable. Et pas trop préjudiciable à l'environnement. Et ceci n'est pas encore à l'ordre du jour, puisque les constructeurs automobiles sont en pleine phase de véhicules hybrides et véhicules électriques. Il faudra explorer l'impasse de ce modèle pour donner à mon avis. Alors, ça vient simplement de l'analyse du secteur de l'automobile. Mais les avions, j'ai aucune idée. Donc, ça serait un peu mon intuition. Alors, dernier point, ne pas confondre le micro et le macro. C'est pas sur ça crache de l'eau que c'est écologiquement neutre, parce qu'il faut à nouveau prendre toute la comptabilité matière, c'est ça. Et alors, le bilan n'est pas encore totalement fait. Alors, dernier point, ça suppose que les marchés financiers y croient et allouent des fonds à des entrepreneurs et des chercheurs pour explorer cette voie. Et on en revient bien à la dynamique du marché financier. Et j'ai l'impression que les financiers, pour l'instant, ne se sont pas emballés. Ils y viendront uniquement face aux impasses des précédentes solutions. Oui, je me souviens quand je faisais la thèse en 99-2003, il venait de sortir le livre de Rifkin, La révolution de l'hydrogène. Donc, je disais, bon, mon sujet c'est déjà ancien, mais il est encore vivant. Et je pense qu'on a pour un certain temps, parce que comme on dit, même si on pourrait, si cette révolution de l'hydrogène arrive, on accumule, non? Il y a un collègue géographe français, Fresso, qui dit que c'est pas des transitions, on ne change pas des carburants, mais on accumule, non? Ce sont des additions de carburants. Et donc, en Argentine, on travaille, il y a par exemple IPF et il mène des recherches, il y a déjà des collègues qui travaillent dans la recherche, et d'autres ailleurs que IPF. Et il y a aussi CAPEX, qui c'était une entreprise nationale pétrolière qui a un parc d'hydrogène en Patagonie pour en produire à partir de l'eau. Donc, il y a un pari, mais comme vient de le dire M. Robert, on ne sait jamais quand on va pouvoir s'en servir. Merci, oui. Enfin, moi-même, je participe à l'étude de projets hydrogène en France qui sont encore très expérimentaux. En fait, si vous avez du courant électrique, vous pouvez faire de l'hydrogène. Après, vous ne savez pas très bien ce que vous allez en faire. Aujourd'hui, c'est pas le problème parce que fabriquer de l'hydrogène, c'est pas très compliqué. C'est après l'utiliser qui est compliqué. Et alors, d'une certaine façon, l'Argentine, qui a des réseaux gaziers, pourrait envisager de mélanger de l'hydrogène à du gaz, par exemple. Ça, on peut mettre, je crois, jusqu'à 10% à peu près d'hydrogène dans du gaz et ça continue à fonctionner pareil. Et après, ce que aussi souligner ce que vient de dire Robert Boyer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, le pari, c'est le glissement vers la mobilité électrique, pas la mobilité hydrogène. C'est le pari que font tous les constructeurs à l'échelle de la planète, à commencer par les constructeurs français, enfin européens et chinois, qui aujourd'hui sont ceux qui produisent le plus de véhicules. Leur pari, c'est la voiture, la mobilité électrique, pas la mobilité hydrogène. C'est trop compliqué pour le moment, la mobilité hydrogène. Il n'y a qu'au Japon ou en Allemagne qu'on a développé des filières mobilité hydrogène.
Et du coup, ça renvoie à un problème d'hydrocarbures parce que pour la Tesla, elle ne marche pas à l'électricité, elle marche au gaz de schiste, qui a servi à fabriquer l'électricité qui fait marcher la Tesla. Donc, il faut bien faire attention quand même à où sont les ruptures et les avancées technologiques. Alors, ça amène une autre question, en fait, un peu plus large, qui va peut-être reprendre une des questions qui a été posée dans le débat par notre collègue Anne Pénéanet de l'Université des Antilles, qui se demande finalement où aujourd'hui les techniciens sont formés à ces technologies des non conventionnelles. Est-ce que c'est du coup des entreprises? Est-ce que quand on va aujourd'hui à l'IFP, je ne sais pas si on apprend la technologie des non conventionnels, mais d'une certaine façon, moi, j'ai envie de poser la question un peu différemment, non seulement des lieux de formation et des filières de formation, mais il y a des compagnies qui ont acquis là un bagage, un savoir-faire. Aux États-Unis, on en a mentionné certaines, des techniciens du pétrole qui ont appris à utiliser, à exploiter les non conventionnels, qui ont amélioré la façon de le faire, c'est-à-dire utiliser moins de produits chimiques, limiter les impacts sur l'environnement, mieux recycler les fluides pour ne pas avoir de pollution chimique. Bon, il y a un savoir-faire. Alors, est-ce que ce savoir-faire, qu'on va trouver aussi en Argentine, et Sylvina a expliqué comment YPF a aussi fait ce pari d'accumuler du savoir-faire, est-ce que ce savoir-faire, il est prêt à s'exporter finalement et à aller demain exploiter des hydrocarbures non conventionnels dans d'autres géographies à partir de l'expérience accumulée? Voilà, c'est une question que j'aimerais bien vous poser et qui vous laisse un peu quoi? Oui, alors moi, en écoutant Sylvina, ce qui m'a impressionné, c'est la dernière diapo qui montre que IPF innove avec des processus adaptés aux besoins argentins. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Il y a une innovation dérivée qui répond à des problèmes locaux. La grande question, c'est après comment la transnationalisation de cette technique-là, parce qu'après, nous vivons l'ère des rendements croissants. Une fois qu'on est ça, il faut constituer une compagnie multinationale. Et là, ça suppose des capacités que je vois aux États-Unis, mais un peu plus difficiles en Argentine. Donc c'est un point ouvert. Mais effectivement, on peut très bien imaginer qu'on vende cette expertise-là et que ça devient elle-même le produit. Ceci dit, peut-être qu'il faudrait regarder le cas de la Norvège, puisque c'est le cas que je pense. Voilà un pays pétrolier, mais d'abord qui a innové sur la façon de stocker dans un fonds de réserve pour éviter les maladies hollandaises et qui a remonté les filières technologiques. Je dirais que c'est la contraposée du modèle vénézuélien. Je me demande si ce n'est pas là l'une des solutions. Mais là, à nouveau, ça suppose, à mon avis, des aides publiques tout à fait considérables. Ça suppose, à mon avis, qu'il y ait des filières par les autorités publiques. Regardez l'émergence du gaz de schiste, ça n'a pas été l'addition de spontanée. Il faut des plans correspondants. Et là, tout dépend des capacités des deux États respectifs, argentins et américains. Américains, je crois qu'ils ont les capacités, avec le DARPA, tous leurs mécanismes, FDA, etc. Ils ont les capacités. Est-ce que l'Argentine a les fonds permettant de mener ce qui serait une politique industrielle originale? Ça, je vois. Sylvina, est-ce que tu veux réagir sur ce sujet-là? Oui. Et en fait, oui, la courbe d'apprentissage en Argentine, je pense qu'elle a dû être faite dans les entreprises, en société avec les compagnies qui travaillaient déjà aux États-Unis. Et je dis de façon assez accélérée parce que les coûts de production ont baissé rapidement. Mais aussi parce qu'il y avait déjà l'utilisation de ces techniques en Argentine. Par exemple, Total, elle avait un puits horizontal qui était record, qui produisait du gaz en terre de feu. Et donc, déjà, il y avait des capacités qui ont été reprises et mettre au service de ce nouveau défi. Et c'est ça que je pourrais dire.
Merci Sylvina. Alors je vous livre un commentaire qui est de Madame Roussel de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, puisqu'aujourd'hui c'est son nom, qui nous signale que de son point de vue, l'hydrogène, ça reste compliqué et qu'elle travaille sur l'ammoniac comme vecteur énergétique. Alors ça, on faudra faire un séminaire là-dessus parce que je ne connais pas. Mais la question, c'est quand même toujours de cette place de cette énergie nouvelle, enfin de ces nouvelles technologies dans le mix énergétique, parce que la question de la transition, c'est pas qu'une question de connaissances technologiques. Il y a des tas de choses qu'on sait faire et depuis longtemps, hein, mais qu'on puisse le déployer et qu'on ait des marchés pour le faire. Alors, il y a une question un peu générale, mais qui mérite quand même qu'on y réfléchisse, qui est celle de M. Morincy, qui demande comment savoir si une zone est exploitable en hydrocarbures. Alors, je dirais, on demande aux géologues. Mais plus précisément, moi, ce qui me frappe, si on regarde à l'échelle mondiale, c'est que où y a-t-il des hydrocarbures non conventionnels? Et on a choisi aujourd'hui de prendre les États-Unis parce que c'est quand même là qu'ils sont le plus développés. L'Argentine, parce que semble-t-il, c'est les deuxième ou troisième réserves mondiales. Et puis, parmi les réserves importantes, il y a la Chine, hein, où il y aurait des réserves très importantes. Mais au fond, j'ai un peu cherché, peut-être l'avez-vous fait aussi, on n'a pas de chiffres très actualisés sur ces réserves d'hydrocarbures non conventionnels. Alors, on sait bien que la mesure des réserves est conventionnelle. Elle est liée à l'état des techniques, mais au fond, ça ramène quand même ma question, c'est-à-dire quel pays pourrait demain, est-ce qu'on a une idée de où on pourrait parier sur un développement des hydrocarbures non conventionnels, ou pour le dire différemment, quelles sont les conditions pour que ça se fasse, hein? Est-ce que c'est le capital présent? Est-ce que c'est une structuration industrielle? Et pas seulement finalement la géologie qui le dit. Donc, est-ce qu'on a une idée de ces prolongements possibles, hein, de ces développements d'hydrocarbures non conventionnels à partir de l'expérience acquise? Ça revient un peu à une question qu'on s'est déjà posée. En fait, pour l'échelle, oui, il y a les États-Unis et derrière l'Argentine, la Chine, le Canada qui sont en train d'en exploiter. Mais c'est difficile, au moins pour les académiciens, peut-être si on avait les moyens d'acheter les rapports de 3 5 000 euros des entreprises, et j'aurais les données. Mais j'ai du mal à trouver les chiffres de production, non seulement des réserves. Pour la réserve, on fait toujours appel au rapport publié en 2013 par les États-Unis pour, je vais dire, les ressources techniquement renouvelables, mais je n'ai pas trouvé j'ai eu du mal à trouver des chiffres de production de shale, de gaz et d'autres non conventionnels, parce que là, on a aussi les sables bitumineux, comme tu avais dit, ou les pétroles lourds et l'Orinoque, ou les présals au Brésil. Donc, il y a pas mal de défis devant ce monde des hydrocarbures. Il y a toute la côte africaine aussi riche en hydrocarbures. Et donc, je dirais que c'est surtout les stratégies des États qui sont clés pour le développement de ces ressources dont on connaît l'existence et dont on maîtrise les technologies. Et moi, je voudrais prolonger par une remarque générale, hein, sur le fait que beaucoup de données stratégiques, on vient d'étudier l'avenir de la nouvelle économie, toutes les statistiques étaient formées par les startups, c'est-à-dire en gros les millions reprises par le Sénat américain, c'était ces boîtes privées d'expertise de la Silicon Valley. Donc le grand drame,
c'est que cette information est produite, et alors bien sûr, pour avoir des réserves, il faut forer, il faut être une entreprise. Cette asymétrie entre l'État et les grandes entreprises est très préjudiciable. Grosso modo, l'information publique nécessaire est en fait produite par les firmes pour leur intérêt de cours boursiers ou de lutte concurrentielle. Ce qui rend l'intervention des États, moi j'aimerais bien que Sylvina ait raison, assez problématique, parce qu'ils font ça ex post. Ils n'ont plus l'expertise, d'autant plus que si la propriété du sous-sol est privée, etc., oui, ça devient une affaire tout à fait privée. Il n'y a pas du tout les données statistiques d'estimation sont des données totalement privées et qui sont délivrés en fonction des opératifs stratégiques des acteurs privés. Et donc, la décision politique est prise parce qu'il y a une asymétrie tout à fait fondamentale. Donc, je dirais que, ces réserves sont tellement stratégiques qu'elles font le cours boursier. Donc, je dirais que c'est plus le cours boursier qui est préoccupant que révéler au pouvoir public les raretés futures. Ce n'est qu'anecdotique par rapport au mécanisme de lutte concurrentielle. Et ce dépérissement de la qualité de l'information sur les secteurs transcende quasiment tous les secteurs. Les autorités publiques ont perdu la main sur les informations permettant des décisions de nouvelles termes. Et là, je crois que dans le gaz, dans le période du gaz et du pétrole, c'est un cas tout à fait exemplaire. Malgré les agents, l'Agence internationale de l'énergie, etc., il y a des instances, mais elles sont servantes. On essaie de faire révéler spontanément les informations, mais c'est loin d'être la donnée qui serait nécessaire pour une optimisation, par exemple, au niveau mondial du satellite. Merci Robert. Je pense qu'on va s'acheminer vers la conclusion de cet échange. J'ai trouvé très intéressant. Peut-être quelques éléments de réflexion et après, si vous le souhaitez, Sylvina ou Robert, si vous voulez amener quelques éléments de conclusion de votre point de vue, je pense que ça serait intéressant. Alors, première idée peut-être, mais ce que vous illustrez, c'est quand même ce qu'on sait déjà, mais c'est l'extraordinaire capacité de renouvellement du capitalisme dans sa capacité à mobiliser les ressources, à innover, qu'il rend si redoutablement efficace et pour lesquels les États-Unis, une fois de plus, sont quand même un endroit où on a réinventé des formes de mobilisation financière, de mobilisation des ressources du sous-sol, alors qu'on pourrait dire la Pennsylvanie, c'est là qu'on a découvert le pétrole, où on a commencé à l'exploiter commercialement dans les Appalaches vers 1860, c'est fini, on sait tout. Ben non, c'est là que ça recommence. Je trouve ça assez extraordinaire finalement qu'on revienne une fois de plus sur ces territoires et que ça soit de nouveau les territoires d'une innovation qui, me semble-t-il, a quand même des répercussions majeures. En Argentine, on est sur Neuquén, on est sur le bassin qui a été absolument central et c'est là qu'on revient et qu'on trouve des nouvelles façons d'exploiter dans une économie politique qui est différente. Mais au fond, la capacité de ces capitalismes à renaître de leurs cendres, avant même d'ailleurs d'être en cendres, est assez incroyable. La deuxième chose peut-être, et Robert l'a très bien montré, et sur l'Argentine on le sait, c'est ces économies des ressources naturelles. Alors il y a un vieil article qu'on aime bien, c'est The Economics of Spaceship Earth de Kenneth Boulding, qui compare l'économie des cow-boys à l'économie des éleveurs. Alors, les économies des éleveurs, ils font attention à leurs ressources. Donc, quand on est dans Spaceship Earth, on est dans un monde fermé et donc on doit faire attention aux ressources, alors que le cow-boy, lui, il est dans un monde ouvert et il va toujours plus loin. Et là, on a des économies de cow-boy, où on va toujours plus loin et c'est les mêmes. Culturellement, c'est le même cow-boy texan qui exploite des gaz de schiste en Dakota du Nord ou dans les Appalaches. Donc, et je trouve que, alors, est-ce que c'est une caractéristique américaine, je dirais, d'économie des Amériques
où on a ancré cette idée que le territoire est grand, les ressources sont abondantes, en y mettant les moyens, on va pouvoir dépasser les frontières, dépasser les limites, valoriser les nouvelles ressources. Et puis, ça va changer, hein, le territoire va changer, les populations vont se déplacer et finalement, on va retrouver de la croissance qui n'est pas du tout notre, enfin, je pense pas notre façon de voir en Europe, mais qui pourrait l'être bien évidemment en Chine. Donc, est-ce que c'est aussi là, finalement, une dynamique assez emblématique des fonctionnements du capitalisme dans les Amériques? Et puis, troisième point, peut-être de mes conclusions, hein, après c'est donc un premier point sur le renouveau en général du capitalisme, deuxième point sur les spécificités américaines, un troisième point qui est quand même plus sur la géopolitique globale, hein, et qui, cette innovation des non conventionnels, la maîtrise technologique, la maîtrise des processus, elle a changé déjà les équilibres mondiaux, notamment évidemment la position des États-Unis, mais ça, Robert l'a très bien montré. Je crois que c'est un sujet vraiment majeur dans ces rivalités mondiales où aujourd'hui, peut plus être dépendant d'importation d'énergie. Il faut garantir des formes de souveraineté énergétique dans le territoire ou proche. Et si on regarde la politique chinoise, je saute de continent, bien qu'on soit dans l'Institut des Amériques, le Xinjiang, dont on a parlé beaucoup, c'est ça aussi, hein, c'est la sécurisation de ressources énergétiques pour alimenter une croissance sur le long terme sans dépendre trop des fournisseurs. Donc ça, c'est peut-être une pensée qui serait à discuter. Voilà. Est-ce que, Robert, Sylvina, est-ce que vous voulez apporter quelques éléments de conclusion à ce débat? Oui, je veux bien. Moi, je suis très sensible au fait que tu insistes sur l'aspect d'innovation. Moi, ce qui me semble très frappant dans l'analyse de long terme du capitalisme, c'est sa capacité à l'instabilité qui fait des innoveurs. Et c'est l'occasion même de rebonds extraordinaires. Et ouais, le régime soviétique n'avait pas cette capacité de rebond. Et c'est ça qui est. Alors, les sorties de crise peuvent même se nourrir des conditions créées par la crise. Et ça, c'est plus intéressant. Moi, je serais très d'avis sur la deuxième question posée. C'est la croyance à l'innovation. Si on fait des enquêtes en Allemagne, tout progrès n'est pas bon, parce que l'histoire mondiale est passée par là. Les Américains sont convaincus que toute innovation matérielle, quelle que soit, finira par être bonne. Donc on fonce. Et puis on verra après. Et donc, à mon avis, c'est une caractéristique. Alors, il y a peut-être d'autres sociétés qui partagent. Mais ça, c'est la grande. Enfin, je souhaiterais que cette vision du monde soit présente en Allemagne, par exemple. Ah non, c'est justement. Attendez. Alors, et les lois sur l'environnement, etc., c'est le principe de précaution. L'innovation, c'est bien, mais c'est dangereux. Alors qu'aux États-Unis, on fonce et on verra. D'accord. Ce qui donne la vitesse extraordinaire d'évolution. Donc, je dirais qu'il y a quand même une spécificité de la dynamique de l'innovation. Alors, beaucoup la question, puisque tu es allé en Chine, est-ce que la maturation de ce modèle très original a la même capacité de rebond, ou est-ce qu'il sera prisonnier de ces formations très particulières sur l'innovation? Donc, je dirais que c'est ça. Et alors, moi, je suis européen, je suis très triste que dans ce contexte-là, la faiblesse de l'Europe est assez grande, puisque les politiques d'innovation, on a manqué les révolutions technologiques de l'information, et on n'est pas en train de manquer les prochaines ruptures technologiques. Donc je dirais que les États-Unis, c'est quand même la croyance d'édition, etc. Non seulement il y a le cow-boy, mais il y a aussi le génial inventeur. Et toute innovation finira par être bonne. Et ça donne un dynamisme tout à fait extraordinaire. Alors, dernier point, croyance en la mobilité sociale. On part de rien et on arrive à... Alors que les sociétés européennes sont un peu victimes du fait qu'il y a des élites qui se sont verties, des aristocraties, etc. Donc, moi, j'insiste beaucoup. Alors, je traite très volontiers à l'Argentine le même dynamisme, mais je ne suis pas sûr que ce soit la même dynamique. Les acteurs sont là, des ingénieurs tout à fait talentueux, mais complètement bridés par l'environnement macroéconomique. C'est pas les talents qui manquent, c'est l'environnement qui permet de prospérer. Et donc, je crois qu'il reste une spécificité américaine très forte.
merci, monsieur Robert Boyer. Merci, Sébastien, pour la question et merci, monsieur Boyer, pour la réponse très intéressante, très illustrative et inspirante. Et, c'est vrai, en Argentine, on dit qu'on a de la créativité, mais il nous manque cette efficacité. Et on a toujours des inventions, mais après, on tombe à nouveau. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Mais par rapport aux hydrocarbures aux États-Unis et ailleurs, non, dans l'ensemble du monde, et je pense qu'aussi, ils ont un rôle de faire contrepoids, non, à cette transition écologique, cette transition énergétique portée par la Chine, qui maîtrise toute la technologie, non, depuis la production des terres rares jusqu'à l'exportation des batteries électriques pour de tous les tailles et tous les électroménagers, etc., etc. Et sauf les carburants fossiles. Donc, je pense que c'est aussi une autre question à retenir de cette expansion des carburants fossiles non conventionnels. Merci Sylvina, merci Robert pour vos conclusions. Je voulais repasser la parole à Paul-Henri Giraud, mais je tenais vraiment à vous remercier très chaleureusement pour vos présentations, interventions et dialogues. Et je voulais juste signaler que peut-être l'avez-vous vu, mais dans une des diapositives de Sylvina Carrizo, elle a montré comment l'innovation, notamment dans les usages de l'énergie, est passée par les foyers et par la promotion faite auprès des femmes de la cuisine au gaz, symbole de la modernité. Et en montrant cela à travers une figure qu'elle connaît bien, qui est Doña Petrona, qui expliquait comment il fallait cuisiner avec le gaz, elle nous invite à une transition importante vers les questions de genre, qui seront traitées dans le prochain séminaire de l'IDEA, qui s'appelle Féminisme et radicalité. Moi, j'ajouterais et hydrocarbures, mais Paul-Henri Giraud va nous expliquer peut-être plus exactement quel est ce sujet. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi cette discussion dont j'espère qu'elle vous aura intéressé. Donc, à vous les studios. Merci beaucoup Sébastien pour avoir organisé et conçu avec les deux intervenants cette séance passionnante, à la fois technique et en même temps très géopolitique. Donc voilà, on a pu traiter un sujet assez pointu, comme nous le faisons dans ce séminaire, avec un regard depuis l'Amérique du Nord et un autre depuis l'Amérique latine, pour une problématique mondiale absolument centrale pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous trois. Et comme tu le disais Sébastien, on va passer à une autre forme de créativité qui est celle de l'affirmation féministe, en remontant un petit peu dans le temps, puisqu'on va se situer le 2 février au tournant des 19e et 20e siècles, avec évidemment toutes sortes d'échos sur les problématiques actuelles. Donc c'est Lyselle Quiros de l'université de Cergy-Pontoise qui coordonnera cette séance avec deux intervenantes, Hélène Canquin et trois intervenantes, pardon, Hélène Canquin et deux intervenantes, Hélène Canquin de l'Université de Lille et Jules Falquet de l'Université de Paris, et une discutante, Christelle Gomis, qui a été sollicitée par Lyselle Quiros pour établir le dialogue. Et je me félicite qu'il y ait, comme aujourd'hui, des intervenants de différents pays et de différentes universités qui permettent d'ouvrir l'Institut des Amériques à l'ensemble du continent. Merci à tous pour votre fidélité. À bientôt. Très bonne soirée et au plaisir de vous retrouver chaque premier mardi du mois pour ce séminaire Perspectives transaméricaines.